Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet, qui est complexe, qui est assez intime parce qu'il est parfois tabou et qui représente une période qui est souvent, éminemment douloureuse pour les personnes qui le vivent. Il s'agit du deuil. Le deuil, c'est un processus personnel d'acceptation de la perte, reprise du cours de sa vie, même si on n'oublie pas pour autant la personne que l'on a perdue. Les répercussions du deuil, elles sont évidemment différentes d'une personne à l'autre. Et l'association Empreinte a d'ailleurs, écrit un livre blanc, à ce sujet en 2019 qui traite cette question des répercussions. Elle touchait notamment la question de la santé physique et la santé mentale, mais aussi, la vie sociale avec, souvent des phénomènes, on va dire, d'isolement ou de repli ou de difficulté et aussi la vie professionnelle avec, une difficulté à gérer une continuité parfois, dans sa vie professionnelle. 9 personnes sur 10 en France ont été concernées par le deuil. Alors, néanmoins, si c'est un sujet qui nous concerne tous, il reste une certaine forme de malaise collectif qui peut rendre ce deuil encore plus complexe qu'il ne l'est déjà. Et donc c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui pour mieux comprendre, ce qui se traverse, partager des conseils et identifier également des solutions. Et évidemment, on abordera la question du deuil quand on a accompagné une personne, parfois pendant de nombreuses années, quand on a été son aidant, comprendre les répercussions que ça peut, rajouter sur, la perte de repères qui peuvent advenir. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir, Émilie Gabillet, qui est, psychologue et coordinatrice des accompagnements adultes au sein de l'association Empreinte, et Michel Brisset qui a plusieurs casquettes, qui intervient aujourd'hui notamment en tant qu'ancienne aidante et aussi en tant que formatrice sur les questions de fin de vie et d'accompagnement et présidente de l'association ASDEPAL qui intervient en Alsace-Lorraine. Voilà, sachant que l'association Empreinte intervient sur la France entière. Pour commencer, Michel, je vais vous laisser, peut-être commencer, peut-être pour que vous nous partagiez, brièvement votre parcours et peut-être nous dire aussi comment, vous avez vécu cette période, si particulière. Alors, j'ai été amenée dans ma vie à accompagner mes parents et tout d'abord ma mère, environ 10 ans en fait. Et dans ces 10 années, je l'ai prise à mon domicile. Hein. Mes parents vivaient à 70 km en fait. Et nous faisions 2 fois par semaine le trajet jusqu'à ce qu'elle s'aggrave et surtout jusqu'à ce que mon père ne puisse plus s'en occuper. Donc nous avons fait le choix, un choix, je l'avoue aujourd'hui très lourd, de la prendre à notre domicile. Et donc nous avons une maman, en fait 8 ans chez moi. Et dans mon domicile avec mon époux et mes 3 enfants. À l'époque, je travaillais à mi-temps en tant qu'infirmière aux soins palliatifs et j'avais aussi démarré un peu de la formation continue. Et dans ces 8 ans à mon domicile, j'ai été amenée à prendre papa aussi parce qu'au cours de la maladie de maman, il se trouve que papa est tombé malade, un cancer. Et donc, j'ai été amenée à l'avoir quasiment 1 an en même temps que maman. Donc, quasiment 1 an, nous étions à 7 en fait, avec 2 parents malades. Voilà. Donc évidemment, ça a été complexe au départ. Mais c'est un choix que nous avons fait en toute cohérence avec mon époux, avec papa. Hein, ça a été fait comme ça, avec la seule chose que j'ai toujours exprimée à papa, c'était que que c'est ici et maintenant. C'est un temps que nous ne maîtrisons pas, que personne ne maîtrise, ni lui, ni moi, ni mon époux, bien évidemment. Donc, régulièrement, on a réfléchi, on s'est dit, qu'est-ce qui était le mieux pour tout le monde? Et on a choisi de la garder. Puis finalement, on a gardé maman jusqu'au bout, en fait. Voilà. Voilà. Donc, évidemment, c'est complexe, ça ne peut pas se faire comme ça. Hein. Il faut beaucoup réfléchir et surtout, j'ai envie de dire, il faut en permanence se réadapter. Voir ce qu'on peut faire pour être au mieux. Alors, se réadapter, c'est avoir des aides à la maison. Parce que moi aussi, j'avais envie de travailler parfois, parce que j'aimais beaucoup mon travail.
j'ai quand même choisi de prendre une retraite anticipée puisque j'avais 3 enfants. J'ai 3 enfants, donc j'ai arrêté de travailler, mais quand même, j'ai continué à faire un peu de formation continue, prendre des aides de plus en plus souvent, fréquemment. Et aussi, l'autre élément qui est important, c'est parfois chercher, être en recherche de structures de répit. Structures de répit pour pouvoir les mettre, chacun dans son endroit, mais ce n'était pas du tout les mêmes endroits. Et là, ça a été très difficile parce qu'il a fallu trouver le bon endroit. Honnêtement, ça a été très complexe. Jusqu'au bout, à la fin, en fait, à la fin de la vie de maman, le plus simple pour nous, pour qu'on puisse partir au moins une fois en vacances tous les 5, moi et mes enfants et mon époux, ça a été de prendre quelqu'un à domicile, puisque maman était tellement dégradée, c'était tellement dégradé qu'on ne peut plus la sortir. Donc, le choix qu'on a fait, c'était d'avoir quelqu'un à la maison pour qu'on puisse en fait souffler. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu sur comment s'est passée l'étape d'après la perte de votre maman? Alors, l'étape d'après, ça a été, il y a plusieurs émotions en même temps, hein. Il y a d'abord un soulagement parce que finalement, elle est partie à mon domicile, c'est ce qu'elle avait exprimé. Donc, soulagement parce que ça a pu se faire. Donc, il y a eu quand même des choses très, très positives. Bon, après, ça a été aussi une grosse réadaptation parce qu'au bout de 8 ans à la maison, vous imaginez bien que c'est une grosse réadaptation, mais qui s'est pas du tout faite tout de suite parce qu'il y a eu un temps vraiment où j'ai eu besoin de ne rien faire. Quand je dis rien faire, c'est incapable de réfléchir, sauf dans mon association que j'ai fondée durant la vie de mes 2 parents à domicile. Donc, c'est quelque chose qui est ancien, hein, qui était déjà fondé quand ils étaient là. Donc, besoin de me réadapter, mais aussi besoin effectivement de m'investir dans l'association parce que l'association, c'est complètement en lien avec ça. C'est en lien avec l'épuisement de l'aidant, en lien avec le manque de séjours de répit de l'aidant. C'est vraiment quelque chose que j'ai vécu sur le plan professionnel, après personnel. Donc, il y a eu vraiment un besoin de m'investir énormément là-dedans. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Michel. Émilie, est-ce que on parle souvent du sujet du cycle du deuil. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu les grandes étapes par lesquelles on passe? Michel, je pense qu'on a évoqué certaines. Oui. Alors, bonjour à tous. Donc, voilà, je vais en effet vous parler un petit peu du deuil et rebondir sur ce que vous avez dit, Marguerite et Michel. Donc, le deuil, déjà, ça me paraissait important de dire que c'est un ressenti de douleur et c'est un processus naturel de cicatrisation. C'est un peu comme une brûlure. C'est long et c'est douloureux à soigner, mais ça va cicatriser, hein. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, Marguerite, le processus de deuil, c'est pas du tout l'oubli, hein. La cicatrice, elle est là, mais quand on a suffisamment avancé dans son deuil, on peut toucher cette cicatrice sans souffrir ou sans trop souffrir. Donc, il y a bien différentes étapes qui ont été identifiées dans le chemin de deuil, mais c'est un chemin qui est vraiment pas linéaire du tout. Il y a plein d'allers-retours possibles entre ces différentes étapes. Et puis, on peut ne pas passer par toutes ces étapes non plus. En général, quand on présente ces différentes étapes, certains se retrouvent plus dans certaines que dans d'autres. Alors, une des premières étapes qu'on a identifiées, c'est une étape de choc et de sidération. Au décès, il y a une interruption brutale de la relation et il peut y avoir un peu comme une sensation d'anesthésie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souffrance. En fait, c'est un peu comme un mécanisme de défense qui protège de la violence du choc, un peu comme un airbag. Et cette étape, elle peut durer quelques heures, quelques jours, quelques semaines parfois. Je me souviens d'une personne qui nous avait appelé à Empreinte, à la ligne d'écoute, et qui nous avait dit que pendant les obsèques de son mari, qu'elle s'était sentie spectatrice de ces obsèques, hein, comme si ça ne la concernait pas. Voilà, donc ça, c'est vraiment une verbalisation qui illustre bien cette étape du choc et de la sidération. Une deuxième étape qui peut survenir après la sidération, c'est une période de manque. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience de la disparition et une recherche de la personne à l'extérieur de soi, hein, via les différents sens.
Donc ça peut être écouter de la musique qu'on avait l'habitude d'écouter ensemble, regarder des photos, rechercher les odeurs, donc mettre le parfum de la personne ou mettre ses vêtements, écouter le message répondeur que la personne qui est décédée avait fait. Enfin voilà, c'est rechercher via les différents sens le lien. Donc c'est une période qui est assez fluctuante sur le plan émotionnel et où l'entourage peut commencer un peu à faire pression par méconnaissance en proposant à la personne de tourner la page, de se secouer. Enfin voilà, il peut y avoir un décalage entre ce que vit la personne endeuillée et ce que renvoie l'entourage. Donc cette période de manque, elle peut durer 6 mois à 10 mois à peu près, mais encore une fois, c'est variable d'une personne à l'autre. La troisième étape qu'on a identifiée, c'est le vécu dépressif. Donc là, il y a une prise de conscience importante de la réalité du décès. On entend souvent le mot plus jamais d'ailleurs. Hein. Je prends conscience que je vais plus jamais le revoir. C'est une phase dans le deuil qui est très douloureuse, avec un sentiment de perte, de manque, de solitude. Mais qui varie de la dépression clinique. Hein. Le vécu dépressif dans le processus de deuil, il est tout à fait normal. La dépression clinique, c'est vraiment... il y a des points communs, d'ailleurs on pourra en reparler, mais la dépression clinique nécessite un accompagnement et une prise en charge, alors que le vécu dépressif dans le deuil, pas forcément. Et puis la dernière étape qu'on a identifiée, c'est l'étape de la reconstruction, c'est-à-dire que la cicatrisation se fait et penser au défunt, évoquer le défunt est moins douloureux. Hein. Le lien devient intérieur. Il peut y avoir un sentiment de perte d'identité possible. On entend souvent, j'ai l'impression d'avoir été imputée, mais il peut y avoir aussi des bénéfices, des gains que la personne constate. Moi, je me souviens d'une aidante qui après avoir accompagné son père dans la maladie à corps de Lévy, était à plusieurs mois du décès de son père et nous a dit: aujourd'hui, je me sens pleine de gratitude. Je me sens chanceuse d'avoir aidé mon père et d'avoir été sa fille. Voilà, on sentait qu'il y avait vraiment des émotions positives qui ressortaient. Donc le travail de deuil, si je devais résumer, c'est un cheminement d'une relation extérieure, d'une relation sensorielle à une relation intérieure. Il n'y a pas vraiment de durée type. C'est un chemin qui est très singulier, qui dépend de la nature du lien, qui dépend des circonstances du décès. Et chaque personne a sa propre temporalité, ça c'est vraiment important. Certaines personnes se sentent mieux au bout d'1 an, d'autres après 3 ans. Voilà. Et ce qui est difficile, c'est qu'il y a souvent une injonction de la part de l'entourage qui renvoie qu'il faut tourner la page par méconnaissance du deuil. Mais voilà, il faut savoir qu'il n'y a vraiment pas de durée type et que chacun a sa temporalité dans son chemin de deuil. Merci, Émilie. Est-ce que Michel, vous retrouvez dans ce qui a été partagé par Émilie en termes de cycle? Tout à fait, tout à fait. Hein, il y a différentes phases de deuil et puis on passe d'une phase à l'autre, mais c'est pas parce qu'on est mieux que 3 mois après on est toujours mieux. On peut retomber en arrière, ça c'est important effectivement de le savoir. Ça nous aide, ça aide le conjoint, ça aide l'entourage aussi. Et puis c'est vrai que c'est extrêmement singulier, c'est individuel, donc on peut pas surtout pas se projeter en avant, être vraiment dans le présent. Tout à fait, tout à fait. Ouais. C'est vrai que ça permet, ce cycle, ça permet de se donner des repères, Oui, mais j'entends bien le fait qu'il n'y a pas de durée oui, type et qu'on oui, peut faire des chemins oui, avant, arrière. tout à fait, tout à Mm. fait. Et l'entourage aussi a ses propres phases de deuil, et on n'est pas tous dans les mêmes phases. Ça aussi, c'est important. On va y revenir sur cette question de l'entourage. Peut-être est-ce qu'on pourrait regarder le sujet sous le prisme de l'aidant? Qu'est-ce qui fait que le deuil, quand on a été aidant, est une question particulière? Quelle particularité ça vient amener? La particularité d'avoir été aidant longtemps, c'est que finalement, d'abord, le premier élément, c'est qu'on a été aidant longtemps, ok, mais finalement, on n'a pas maîtrisé le temps, on ne maîtrise jamais le temps. Donc, dès lors qu'on est aidant, on ne va pas du tout savoir combien de temps ça va durer. Parce qu'il y a des tas de raisons. Hein. Est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on a les ressources autour qui nous permettent d'être aidant longtemps? Ça, a priori, on ne le sait pas. On ne peut pas le savoir.
Donc, en fait, il va chaque fois être obligé de se réadapter. Réadapter chaque élément, chaque aggravation va générer de la réadaptation. Mais quand on a été aidant longtemps aussi, après, c'est tout un travail de réorientation aussi. Comment on va vivre le fait après de son nouveau rôle, en fait. Aidant, c'est un autre rôle, mais quand on est endeuillé, quand on n'est plus aidant, pareil, il va falloir trouver, faire la boucle du deuil et avoir un nouveau rôle, en fait. Donc, se réinvestir quelque part ou se réengager autre part. Ouais, tel que vous avez pu le faire, effectivement. Émilie, vous de votre côté, quel est votre regard sur ce sujet de l'aidance et du deuil? Oui, alors moi ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a vraiment un très fort épuisement après le décès de la personne aidée, pour deux raisons. C'est que la relation d'aide est extrêmement épuisante, comme le disait Michel. Enfin, il y a c'est très coûteux, ça demande des efforts d'adaptation. Parfois, il y a des troubles du sommeil aussi. Enfin voilà, donc c'est un rôle qui est très très épuisant. Et le travail de deuil, c'est aussi très épuisant, en fait. Donc voilà, les deux cumulés entraînent une très très grande fatigue. Et c'est normal. Ce que j'ai constaté aussi, et ça va rejoindre ce que disait Michel, c'est que c'est pas seulement le deuil de la personne et du lien, c'est aussi le deuil de l'aidant, c'est de ce rôle-là qui pouvait être central, voire très central pour certains aidants. Il y a certains aidants pour qui ça prend une place dans la vie, mais il y a aussi d'autres investissements. Et puis il y a des aidants pour qui ça prend une place vraiment très importante, pour qui ce rôle est très important. Donc voilà, c'est aussi trouver des repères dans d'autres rôles dans la société et réinvestir d'autres activités. Alors, je parlais de reconstruction tout à l'heure. Voilà, pour certains, la reconstruction, elle est quasi totale, tellement tout a été mis de côté du fait de la relation d'aide. Et une dernière chose que je voulais dire, et là aussi Michel en a un peu parlé, elle a parlé de soulagement. Il peut y avoir en effet une forme de soulagement, mais ça n'empêche pas la douleur, ce soulagement. Ça peut être ensemble, en fait, ça peut être concomitant. On peut être à la fois soulagé que la situation s'arrête parce qu'elle était lourde, parce qu'elle était difficile pour tout le monde, mais c'est pas parce qu'on est soulagé qu'on n'est pas douloureux. Et alors, je vais anticiper un peu une question qui va être posée après, mais il y a aussi cette idée qu'il y a un ensemble de pertes dans le parcours de l'aidant, un ensemble de deuil. J'ai travaillé 10 ans avec des proches aidants, donc j'ai eu l'occasion d'entendre souvent ce mot de la part des proches aidants qui ont le sentiment de faire le deuil de la relation, le deuil de l'autre. Et je me souviens d'un aidant qui, après le décès de sa femme, m'avait dit moi j'ai trouvé ça plus facile d'accepter le décès de ma femme que d'accepter la transformation de notre lien. Donc pour certains aidants, ça peut faciliter le travail de deuil quand la personne décède. Pas pour tous, mais ça peut permettre d'anticiper un peu ce travail de deuil, en tout cas de le faciliter. Merci Émilie. Effectivement, du fait de ce rôle d'aidant et donc de souvent une pathologie ou en tout cas des signes cognitifs ou des choses qui font qu'il y a quelque chose qui se perd avant dans ce qui était vécu. Michel, quel est votre regard sur cette question effectivement des pertes au sens large du terme dans la relation d'aide et dans le deuil? Alors, avant le décès, il y a des tas de pertes qui se font, des tas de deuils, pardon, qui se font. Je pense particulièrement dès l'annonce du diagnostic de maladie incurable, c'est le premier deuil. Donc, qui se traduit en général par une phase de choc de l'aidant et en même temps aussi un déni. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que me raconte ce médecin? Est-ce qu'il ne se serait pas plutôt trompé? Donc voilà, il y a d'autres deuils, quand le proche perd petit à petit son autonomie. Voilà, ça c'est un autre deuil. Et alors il y a un autre deuil aussi, on peut en parler aussi un tout petit peu, c'est quand le proche
n'arrive plus à s'occuper de son conjoint, de son conjoint ou de son parent, à la maison, quand il y a des troubles cognitifs ou que c'est trop insupportable, quand il y a le placement, en fait, hein, quand il place son proche en EHPAD, ben, il est dans un deuil. Hein, voilà. Donc, il y a au fur et à mesure de la maladie, de l'accompagnement au sens large, il y a plusieurs deuils qui se font petit à petit. Et Marcel, dans les commentaires, merci donc j'imagine de l'association avec nos proches, nous parle du deuil blanc, notamment en lien avec le baromètre que vous avez réalisé l'année dernière. Et effectivement, le deuil blanc, c'est la question du deuil de la relation que l'on a avec son proche, qui se transforme et qui parfois va jusqu'au fait de ne plus être reconnu par cette personne-là. Et donc, on ne peut plus vivre la même relation avec son proche. Tout à fait. C'est super important, ça aussi. Hein. Donc, c'est aussi un deuil à faire. Hein. Alors, il y a aussi le pré-deuil. Pardon, il y a aussi le pré-deuil, hein, qui avant le décès, avant la fin de la vie de son proche, c'est le proche qui commence à se préparer en fait à la séparation, hein, dans le pré-deuil aussi. Et il y a aussi parfois le deuil anticipé. Hein, le deuil anticipé, c'est le proche qui n'en peut plus et qui voit son proche, son aidé, tellement différent qu'il finit par se désinvestir en fait. Hein. Donc il y a plein de petits deuils hein, au fur et à mesure de l'accompagnement. Hein. Vous avez toutes les deux abordé la question de l'entourage. L'entourage qui, Émilie, vous disiez, parfois peut être un peu brusque ou parfois justement s'échappe, se dérobe un peu dans ces situations qui sont complexes et qu'on ne sait pas forcément bien accompagner. Je ne sais pas, peut-être, Michel, est-ce que vous avez un regard, vous qui du coup, avez vécu cette situation sur peut-être quels auraient été vos besoins à ce moment-là ou est-ce qu'il y aurait des choses qui auraient permis de désamorcer ce côté voilà, délicat ou un peu tabou sur l'entourage? Alors, je crois que quand on entoure quelqu'un qui est endeuillé, la personne endeuillée, elle a besoin de son temps. Elle a un moment où elle peut pas, elle veut pas. Et je crois qu'il faut vraiment que l'entourage respecte ce temps-là, en fait. Hein. C'est le temps de l'endeuillé, c'est pas le temps de l'entourage. Vous voyez, la question du temps, à mon avis, elle est essentielle. C'est le respect de ces moments, en fait. Le respect du temps. Et on a beau dire fais, il y a tiens, mais on n'a pas forcément envie de faire en fait. On a besoin parfois d'être et de se retrouver seul en fait. Voilà. Et du coup, pour les gens qui sont présents ici, donc il y a des aidants aussi, des professionnels qui sont présents. Est-ce que vous auriez des conseils, Michel et Émilie, pour comment savoir quand on est endeuillé, faire passer ce message-là à ses proches? S'autoriser à le dire, parler et éviter de tout garder parce que plus on garde, plus l'entourage interprète en fait. Voyez, donc c'est pas facile d'échanger quand on n'est pas bien, ok, mais c'est mieux d'échanger, même si c'est pas simple de parler du thème de toute façon. Oui, parce que du coup, chacun reste avec ses propres représentations et ses interprétations. Tout à fait, tout à fait. Ok. Et du coup, ça me fait écho à des échanges que j'ai pu avoir avec des aidants et justement qui me disent, on me dit de sortir de chez moi, on me dit de reprendre une vie normale, mais moi, j'ai pas envie, j'ai pas le cœur à ça. Du coup, quels sont vos conseils? C'est justement d'accepter ce temps-là, de prendre son temps, de se sentir prêt? Oui, quand on n'a pas envie, on n'a pas envie, ou de toute façon, si on le fait, on se force et c'est pas mieux en fait. Donc, c'est se respecter et que l'autre nous respecte en fait, son temps. Et la notion de temps, c'est vraiment quelque chose d'individuel et de singulier. Donc, voilà. On n'a pas le même temps, hein, et chacun, la durée, on en a parlé avant, c'est tout à fait variable.
Et le temps du repli, il peut être nécessaire pour certaines personnes en deuil. Toutes les personnes n'ont pas besoin de ce repli, mais il peut vraiment être nécessaire pour avancer ensuite dans son deuil. Et il n'est pas inquiétant, il est normal. Quand on est endeuillé, comment se faire accompagner? Qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Donc vous allez pouvoir aussi parler de vos structures, respectives, mais voilà, vers quoi on peut se tourner, quand on est endeuillé? Nous, à Empreinte, ce qu'on questionne avec les personnes qu'on accompagne, c'est justement qu'est-ce qui peut vous aider? Qu'est-ce qui peut vous aider quand ça va pas? Qu'est-ce qui pourrait vous apaiser quand ça va pas? Et on sait que les ressources, elles évoluent beaucoup dans le processus de deuil. Quelque chose peut nous aider juste après le décès, et puis ça nous aidera plus 6 mois après. Enfin voilà, donc on est toujours dans ce questionnement-là de qu'est-ce qui pourrait vous aider dans votre processus. Donc, par rapport à ce que nous, on propose, donc l'association Empreinte, c'est une association nationale qui accompagne tous les endeuillés, quelles que soient les circonstances du décès et la nature du lien. Donc, on a déjà une ligne d'écoute nationale. Donc, voilà, on est appelé de toute la France sur cette ligne d'écoute avec des plages d'écoute tout au long de la semaine avec différents accompagnants. Et ensuite, on peut proposer plutôt pour les personnes donc, du coup parisiennes ou en Île-de-France, un accompagnement individuel, un suivi individuel avec le même accompagnant et de l'accompagnement en groupe d'entraide. Donc on a différents groupes. Voilà, il y a des groupes on a des groupes pour les adultes, on a des groupes pour les enfants et les adolescents. On a des groupes qui sont fermés dans le sens où c'est le même groupe de la première à la dernière séance. C'est vraiment une expérience de groupe sur plusieurs séances. Et puis on a des groupes ouverts, comme notre atelier d'écriture par exemple. Quelqu'un parlait d'écriture tout à l'heure. On trouve ça très intéressant en effet d'utiliser la médiation de l'écriture pour libérer certaines émotions qu'on ne libérerait pas forcément via la parole orale. Et puis ça permet aussi de maintenir le lien avec la personne décédée, l'écriture. Donc voilà, c'est une médiation qui nous plaît beaucoup à Empreinte. Donc on a différents groupes d'entraide. On a un groupe d'entraide pour les jeunes adultes de 18 à 25 ans. On en a donc pour les endeuillés après suicide et puis pour tout type d'endeuillés aussi. On sait que ça peut vraiment avoir du sens d'entendre d'autres récits, d'autres personnes. Ça peut permettre de se décentrer un petit peu de son vécu à soi et puis de se sentir aussi appartenir à un groupe, là où on peut se sentir totalement décalé dans la société parce que différent des autres, différent des amis. Enfin, voilà, ça peut vraiment permettre de se sentir en lien et soutenu, ces groupes-là. Et puis dans les accompagnements individuels, c'est une écoute, hein, c'est la première réponse qu'on propose, c'est de pouvoir être écouté sur son vécu, sur ce qu'on traverse quotidiennement, et puis parler de son proche aussi, hein, pouvoir parler de la personne décédée, de qui elle était, de qui ils étaient ensemble, comment était le lien. Donc voilà, ça c'est ce qu'on propose à Empreinte. Après, les ressources, évidemment, elles sont différentes en fonction des personnes et c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est ce qu'on questionne nous en accompagnement individuel. Voilà, qu'est-ce qui vous aide quand ça va pas? Donc certains, ça va être le sport, d'autres, ça va être la religion, d'autres, ça va être de marcher, d'autres de lire ou de voir des amis. Enfin voilà, mais c'est vraiment important de toujours pouvoir le questionner ça et de voir sur quoi moi je peux m'appuyer pour m'aider à traverser ce chemin. Merci Émilie. Michel, quelle est votre vision sur cette question sur comment on peut se faire accompagner, comment on peut faciliter cette période? Alors, donc chez nous en Alsace, on a l'association Jalmalve qui accompagne des personnes endeuillées qui sont en demande. Et alors, dans nos cafés répits associatifs, il y a des anciens aidants, en fait, qui sont endeuillés, qui viennent au café échanger, donc c'est toujours animé par un psychologue, qui viennent échanger d'une manière collective, en fait. Le psychologue fait un travail avec eux là-dessus, sur cette question-là. Donc
donc, soit l'aidant parle de du décès, ou il y a aussi le travail de deuil qui est fait, des aidants qui parlent de cette difficulté à accepter la perte d'autonomie du proche. Et vous avez d'autres aidants qui parlent de leur culpabilité, à ne pas pouvoir faire, à ne pas plus pouvoir faire. Et ils travaillent ça lors du café répit, en fait, bimensuel, dans l'association. Oui, oui, tout à fait. Effectivement, du coup, il y a la ligne d'écoute, notamment portée par Empreinte. Et puis, il existe des formes d'accompagnement, qu'ils soient individuels ou collectifs, en fonction des besoins et des vécus de chacun. Je sais qu'il existe également des séjours dédiés à cette question du deuil, où des professionnels sont là également pour aider à se questionner, trouver des ressources et puis avoir un accompagnement spécifique avec d'autres personnes qui vivent la même situation. J'en profite pour faire le point sur les messages qu'il y a dans le chat. Marcel nous indiquait qu'il y avait cette question délicate de personnes, si je reformule en tout cas ce que j'en ai compris, de personnes qui font effectivement partie de groupes de parole en tant qu'aidants, tant que leur proche est toujours en vie. Et de comment derrière le fait que son proche parte, en fait, de perdre cette identité, cette étiquette entre guillemets d'aidant, et la question de comment je reste ou pas dans le groupe. Et effectivement, ce sont des vrais sujets. Et ce que votre message, Marcel, et vous n'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez, c'est de dire de laisser la personne se sentir en fonction de ses besoins, de ses envies, rester ou pas dans les groupes dans lesquels ils ont pu participer. On a choisi dans nos cafés répit aidants d'accueillir justement des anciens aidants qui parlaient de leur situation et de leur deuil, parce qu'en même temps, c'est aidant pour eux, mais c'est aussi aidant de communiquer avec des aidants là, actuels. Et est-ce que c'est un sujet qui peut s'anticiper, notamment dans le contexte des danses où, bon, pas toujours, mais parfois on sait que ça va arriver? Est-ce qu'il y a des choses à faire ou que vous pourriez, qui sont recommandées, je ne sais pas, pour justement l'avoir un peu abordé avant, pour peut-être que ça soit moins dur après? Alors, dans le domaine quand il s'agit d'un accompagnement long, très long, forcément, ça s'échange avant. Maintenant, avec qui ça s'échange avant? Avec les professionnels de santé déjà, parce qu'on n'accompagne jamais seul quand on est aidant. On a autour de soi des professionnels de santé. Donc, ce qui me paraît intéressant, c'est effectivement de l'aborder avant. Et alors, vous allez me dire avec quel professionnel de santé? Il y en a plein qui gravitent autour. Donc, c'est pas forcément avec le professionnel X, ça peut être l'infirmière, ça peut être le médecin, mais je veux dire, il faut évidemment aborder ça avant. Hein. Chaque accompagnement long, ça fait partie du travail d'accompagnement des professionnels. Là, je me place dans le cadre professionnel. Hein. Donc, c'est hyper important de l'accompagner avant. Par contre, ce que j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'on l'a abordé avant que quand ça arrive, tout sera super beau et rose. Il ne faut pas le voir comme ça. Hein. C'est pas, voilà. Hein. On n'est jamais à l'abri d'un petit couac. Hein. Le petit couac, c'est on va pas maîtriser les émotions de l'aidant quand ça arrive. Voilà. C'est ce que j'ai envie de dire et je me rappelle très bien une situation comme ça dans le cadre de mon travail. Hein, où vraiment on avait fait un travail d'accompagnement que nous, en tant que professionnels, on trouvait très chouette parce qu'il y avait un travail. Et puis à l'instant T, c'était pas du tout ce qu'on pensait. Donc juste pour vous dire que c'est pas parce qu'on en parle avant que tout va bien se passer après. Voilà. J'ai rien de particulier à rajouter. Hein. Je suis assez d'accord avec Michel sur l'idée que le fait
que ce ne soit pas un décès brutal, c'est-à-dire que ce soit un décès attendu, peut aider en effet, peut aider et faciliter le travail de deuil. Et comme le disait Michel, quand on a une équipe qui nous accompagne dans cette fin de vie et qui nous prépare vraiment à ce décès, qui nous prépare aussi avec l'idée de communiquer avec la personne en fin de vie et de lui dire au revoir, on sait que voilà, c'est des circonstances qui facilitent vraiment le travail de deuil après. Mais en effet, c'est pas parce que tout s'est passé comme ça, que c'était attendu et qu'il y a plein de choses qui ont été communiquées avec la personne décédée, qu'il n'y a pas un choc après, hein, et que le choc n'est pas violent. Et c'est normal que le choc soit violent, que la mort soit attendue ou qu'elle soit brutale d'ailleurs. Pour ces points d'attention que vous partagez, en tout cas, je trouve que c'est toujours une bonne chose d'encourager à ce qu'on puisse en parler sans diminuer pour autant les conséquences que ça peut avoir. Oui. Carole nous partage le fait que la difficulté quand on est ancien aidant, c'est qu'on a centré sa vie sur le proche qu'on accompagne. Et c'est du coup réussir, après le décès, à réapprendre à se recentrer sur soi. Oui. Qu'est-ce que ça vous évoque Oui, c'est un vrai travail qui, je pense, est propre à l'aidant, hein, après le décès, de reconstruction, de réinvestissement d'activité. Voilà. Mais avant ça, de toute manière, ça va être important d'éprouver la douleur de la perte et d'éprouver toutes les émotions associées au décès de la personne. Voilà, ça va peut-être prendre un petit peu de temps avant d'arriver à trouver des repères pour soi et retrouver la capacité à se projeter. Mais c'est vrai que c'est un vrai enjeu pour les proches aidants qui étaient pleinement investis dans leur rôle. Je crois que c'est normal après un accompagnement, même s'il est court, c'est un accompagnement, d'éprouver un peu des émotions négatives. Je crois que c'est tout à fait normal. On ne peut pas être gai tout de suite après, je veux dire. Donc c'est humain. Il faut aussi qu'on soit humble et qu'on s'autorise à percevoir ça et à dire à l'autre, bah oui, je suis pas bien parce que voilà. Hein, on a vraiment un temps, ça fait partie des phases du deuil, on n'est pas bien après. Et puis effectivement, il y a tout un temps de la réorganisation, de la réadaptation qui prend ce temps. Et ce temps-là, justement, il est singulier et personnel. Et ça, encore une fois, on ne va pas maîtriser le temps qu'il nous faut et qu'il faut, en fait. Oui, je trouve qu'il y a un peu en filigrane Oui. une question à la fois malgré soi, de lâcher prise, ou en tout cas d'indulgence avec la manière avec laquelle ça va se vivre et toutes les difficultés, la douleur que ça peut susciter. Et puis, et c'est un sujet qu'on retrouve souvent dans nos cafés, la question du temps. En fait, tout ne se résout pas comme un claquement de doigts, ça serait très facile, mais en tout cas, les choses se jouent dans le temps et dans la durée. Et c'est vrai qu'il faut l'accepter malgré soi. Voilà. Il faut accepter qu'on ne maîtrise pas tout, en fait. Hein. En fait, on maîtrise rien du tout. Et justement, le temps ne le maîtrise pas, donc on est obligé de faire avec, en fait. Hein. On s'adapte en permanence, finalement. C'est tout un travail d'adaptation. Je vais arriver à une de mes dernières questions. Donc, si certains participants ont des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant dans le chat ou en levant la main. Justement, cette question de se réapproprier sa vie après le deuil. Michel, vous en avez parlé, vous êtes un exemple hein, sur ce sujet-là, le fait de vouloir ensuite s'engager dans des projets associatifs, dans l'accompagnement d'autres personnes qui potentiellement ont vécu des situations similaires. C'est vrai que ça se retrouve beaucoup, en tout cas ça se retrouve. Est-ce que vous avez des conseils pour les personnes qui souhaitent s'engager suite au fait d'avoir connu un deuil, le fait je ne sais pas, est-ce que la question de la temporalité, encore une fois, elle se joue encore. Comment faire en sorte que ça se passe bien? Respecter, je dirais, se respecter soi, c'est respecter le temps qu'il nous faut, en fait. S'écouter, écouter ses besoins.
Est-ce que j'ai pas besoin avant de... C'est une question que je pose, hein. Est-ce que j'ai pas besoin avant de m'engager de prendre un peu de temps pour moi et pour mes proches, pour aller en vacances, pour faire des choses que j'ai peut-être pas pu faire pendant mon accompagnement, je n'en sais rien. Mais vraiment se respecter, s'écouter. Avant de s'engager, c'est vraiment s'intérioriser, s'écouter. Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin là, ici et maintenant, en fait. Voilà. Voilà, c'est ma petite réponse et que finalement, vraiment, chaque accompagnement est tellement singulier que finalement, voilà, s'écouter. J'ai envie de dire s'écouter, se respecter. On a pas mal parlé des ressources et je pense que aider les endeuillés à traverser leur propre deuil, ça peut être une ressource. Mais je suis assez d'accord avec Michel sur l'idée que ça peut pas être une ressource qui arrive très vite après le décès. Il faut avoir pu avancer dans son propre chemin pour que cette activité elle soit aidante pour soi et pour les personnes que l'on va accompagner. Voilà. Mais de toute façon, ça fait partie les associations qui recrutent des bénévoles, ça fait partie du processus de recrutement, hein, d'identifier si c'est le bon moment d'être soi-même aidant de personnes endeuillées. Eh bien, écoutez, on arrive au bout de ce café. Je voudrais vous remercier à tous, Émilie et Michel, pour votre participation, pour tous les apports que vous avez faits. Si vous avez, en tout cas, si vous souhaitez chercher des ressources sur la question du deuil, vous pouvez bien évidemment retrouver ce que l'association Empreinte propose ou contacter l'association Asdépal de Michel. Et évidemment, sur le site Ma Boussole Aidant, en complétant votre localisation et puis la situation qui vous concerne, nous avons une rubrique dédiée sur la question du deuil avec des listes d'intervenants qui peuvent proposer, comme on l'a dit, soit des lignes d'écoute, de l'accompagnement ou des séjours.